Europe 1, 8h20, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, en direct de Dijon, François Rebsamen, président du groupe socialiste au Sénat et sénateur, maire de Dijon. Et vous avez raison de dire en vidéo. Bonjour François Rebsamen. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Merci de nous accueillir dans votre bureau. Vous l'avez aménagé, fleuri pour le président de la République. Oui, il est prêt, mais il n'a pas eu d'aménagement particulier. François Hollande va-t-il à la rencontre à Dijon de tous les Français ou des militants PS ? Il n'y aura pas de militants PS, en tous les cas, il n'y aura pas de réunion préparée avec des militants PS. Ce qu'il veut, c'est aller à la rencontre des Français dans leur diversité sur les thèmes économiques et sociaux. Et donc, c'est ce qu'il va faire pendant ces 2 jours. Il n'y aura pas trop de barrières métalliques, de CRS Non, faciliter le contact avec le président ? Bien sûr, dans toute la mesure du possible, il y aura beaucoup moins de mesures de sécurité que j'en ai connues avec Nicolas Sarkozy quand il était venu. Pour la première fois depuis son élection, il va passer 2 jours dans la même ville. Il va dormir à la préfecture dans l'immense lit qui était fait, paraît-il, pour le général de Gaulle, de 1,50 m. Depuis de Gaulle et, je crois, Valéry Giscard d'Estaing, aucun président de la République n'avait séjourné comme ça à Dijon. Aucun président de la République n'a séjourné 2 jours à Dijon, aucun n'est resté aussi longtemps, et donc c'est une fierté quand même pour la ville, pour ses habitants, de recevoir le président de la République en exercice. Vous confiez ce matin, François Rebsamen, au Figaro, il y a une inquiétude profonde. Qu'est-ce que Dijon et les Dijonnais placent en tête de leur inquiétude et de leurs revendications ? Alors, il y a d'abord une attente. Il y a une attente assez forte. Moi, je le dirais au président de la République, de mise en cohérence de l'ensemble des mesures qui ont été prises. Son travail, c'est de donner du sens à toutes ces mesures, d'expliquer leur portée. Et puis, à travers ces explications, à travers cette pédagogie des mesures, il y a bien évidemment à en attendre la confiance. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de cohérence ? Il n'y a pas de sens. Vous l'avez dit au Figaro, ils veulent savoir, les Dijonnais, où l'on va. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. Si, on sait déjà, mais ce qu'il faut, c'est son rôle. Mieux le savoir. C'est son rôle, mais il faut le préciser toujours. Et puis la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui le plus, c'est d'expliquer pourquoi le contrat génération, pourquoi les emplois d'avenir, pourquoi le contrat compétitivité avec les entreprises a été mis en œuvre, et même le faire connaître. Vous savez, il y a aujourd'hui à peu près 50% des entreprises qui ne sont pas informées des mesures qui ont été prises. Et tout cela, évidemment, c'est une responsabilité collective. François Rebsamen, vous avez été de tous les combats, même les plus difficiles, aux côtés de François Hollande. Est-ce que vous pouvez encore lui parler avec franchise et sans détour ? Moi, je le fais. Je lui dis franchement ce que je ressens. C'est pas toujours agréable à entendre. Par exemple, est-ce que vous pouvez lui dire, François, remanie ton gouvernement ? Non, je lui dis, François, il faut qu'il y ait plus de cohérence dans ce gouvernement. Je le dis également au Premier ministre. On ne peut pas avoir tous les jours des annonces de différents ministres. Il doit y avoir à ce niveau-là une cohérence certaine, et c'est le rôle du Premier ministre d'abord. Oui, mais vous dites, François ou Jean-Marc, mettez de l'ordre dans votre gouvernement. Oui, bien sûr. Je dis, il faut arrêter le concours Lépine des propositions fiscales. Il y a des mesures à prendre. Une fois qu'elles sont prises, il faut les développer, et tous les ministres doivent parler d'une seule voix. Oui, mais comment on fait ? Et la voix de qui d'abord ? Il faut entendre la voix de qui ? Pour le gouvernement, c'est la voix du Premier ministre. Je lui ai dit la semaine dernière, je pense qu'il a perçu ce message. Et puis, pour le sens, pour la cohérence, pour l'explication générale, pour la France, c'est le président de la République. Mais comment peuvent-ils obtenir le silence dans les rangs, par exemple, du gouvernement ? Vous dites à Jean-Marc Ayrault, essayez de mettre de l'ordre. Comment une seule voix ? Il ne va pas réduire les autres au silence ? Mais non, mais tous doivent porter le même langage. Une fois qu'une décision a été prise, elle doit être portée par l'ensemble des ministres. Et il ne doit plus y avoir de divergence. Je pense que ça complique la perception par les Français de l'action gouvernementale. Le président de la République a prévu de s'exprimer, dit-on, d'ici à la fin du mois de mars. Qu'est-ce que vous lui demanderez de dire aux siens qui sont apparemment toujours fidèles, puisque vous le dites, et aux Français qui sont désemparés ? Désemparé, il y a plus d'attente, d'impatience, de besoin d'explication qu'un grand sentiment qui serait là de rejet. Aujourd'hui, il n'y a pas de rejet, mais il y a un besoin d'explication. Et ce besoin d'explication, c'est le président qui le fera à travers, je l'espère, une émission télévisée. Mais ce n'est pas une tarte à la crème de dire que la seule chose qui manque, c'est l'explication ? Non, je ne pense pas que ce soit une tarte à la crème. Et je voudrais lui montrer aussi, au cours de sa visite à Dijon, qu'il y a dans nos agglomérations, on n'en parle pas
assez. Il y a des entreprises qui aujourd'hui innovent, qui créent, qui sont sur la recherche et le développement, qui portent l'avenir de notre pays. Il n'y a pas que des zones industrielles en difficulté en France. Il n'y a pas que des Goodyear, quoi. Même si on respecte Goodyear, évidemment, ou Aulnay. J'ai beaucoup de respect pour les zones industrielles en difficulté, pour les ouvriers qui sont confrontés à ces zones de chômage, mais tous les jours nous avons soit des difficultés annoncées en Picardie, en Lorraine, dans la région parisienne. En réalité, il y a également celle qui prépare l'avenir de notre pays, et c'est celle-là que je voudrais lui montrer. Il n'y a pas que le déclin. Vous êtes sénateur. D'ailleurs, si vous le permettez, le déclin, je crois que la formule était juste, le déclin n'est pas le destin de notre pays, et ça, il faut le dire clairement. Vous êtes sénateur, François Rebsamen, on le sait, c'est le Sénat qui a voté une loi d'amnistie des auteurs des dégâts des conflits sociaux de 2007 à 2013. Est-ce que vous demandez ce matin aux députés PS de la voter telle quelle, cette loi ? Oui, il y a encore des améliorations à apporter. Nous avons nous-mêmes fait 10 amendements au Sénat afin que tout on la vote telle quelle. Vous avez vu que Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui est chargé de l'ordre républicain, est lui-même sceptique. Oui, mais nous, notre rôle, nous sommes le Parlement, nous légiférons librement. Pour autant, les députés ont encore des améliorations à apporter à cette loi, je vous le dis clairement. Le Premier ministre, Jérôme Cahuzac, demande à tous les ministres de nouvelles économies. Personne n'est intouchable, sauf quelques ministères sanctuaires. Maire de Dijon, influent dans votre région, François Rebsamen, à quels efforts les collectivités locales sont-elles prêtes ? Elles sont prêtes à participer de l'effort collectif. Il est indispensable aujourd'hui que tout le monde s'y mette. Vous savez, ça va repartir, je le crois, la croissance, la confiance, tout ça repart des tréfonds de notre territoire. Et donc, il est clair que les collectivités locales le savent. Les Français le savent, nous sommes dans une situation difficile. Tout le monde doit s'y mettre, et les collectivités locales aussi. Donc, nous sommes prêts à faire des efforts, à condition, nous aussi, que nous ayons de la visibilité sur ces mesures. C'est-à-dire qu'ils vous donnent du sens. François Hollande, en arrivant à l'Élysée, demandait à ses ministres, et vous vous en souvenez sans doute, d'annoncer eux-mêmes les grandes réformes. Aujourd'hui, c'est lui qui annonce même les petites réformes. Est-ce que ça veut dire qu'on est toujours sous la Ve République et qu'on en revient à l'hyper-président ? Je ne pense pas que la conception du fonctionnement de la République pour le président de la République, pour François Hollande, soit l'hyper-président. Oui, mais c'est une logique et une constante. Mais il y a ce qui est les grandes orientations et il y a ce qui est de l'action immédiate. Et donc l'action, c'est le gouvernement, un Premier ministre qui n'est pas un collaborateur, mais qui est une personnalité politique influente. Et puis le président, bien sûr, puisque lui seul est élu par l'ensemble des Français. Vous lisez la presse, beaucoup sont choqués par les déclarations de Victor Lurel. J'y revient hélas à Caracas, Chavez et De Gaulle plus Léon Blum, et puis il a dit autre chose. Est-ce que ce n'est pas là aussi un problème de méthode du gouvernement ? Pourquoi la France n'a envoyé à Caracas qu'un ministre qui n'est pas un ministre de premier plan ? Parce que, je le pense, la zone d'influence, vous savez, de l'Amérique latine, du Venezuela en l'occurrence, s'étend sur l'ensemble des Antilles françaises. Et donc Victorin Lurel, qui a été souvent en Amérique latine et qui est, j'allais dire presque voisin, il était normal qu'il représentât la France. Oui. Et qui disent ce qu'il a dit ? Non. Écoutez, vous savez, c'est un personnage tellement complexe, Chavez, qu'on peut lui faire dire une chose et son contraire. Et peut-être M. Lurel avait oublié que Chavez a été aussi l'avocat de l'indépendance des Antilles françaises. Sûrement, mais Victorin Lurel n'est pas favorable à l'indépendance des Antilles françaises, ça j'en suis persuadé. Les 2 journées qui viennent seront intenses. François Rebsamen, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup à François Rebsamen, qui était donc en direct de Dijon pour Europe 1.